La nuit n'était pas tombée sur le Nil. Elle s'était infiltrée, tel un poison noir, dans les veines de la vallée éternelle. Le fleuve, ce grand serpent de vie qui avait vu naître et mourir les empires, s'écoulait dans un silence presque religieux, ses eaux sombres reflétant une voûte céleste d'une clarté effrayante. Chaque étoile semblait être un œil froid, un témoin céleste des tragédies qui s'apprêtaient à se nouer sur les rives fertiles. L'Égypte, jadis phare de l'humanité et maîtresse des arts et des sciences, n'était plus qu'un corps déchiqueté. À l'ouest, le désert avançait. Au nord, l'occupant Hyksos imposait sa loi de fer. Au sud, les querelles de sang entre nos marques finissaient de consumer ce que les siècles avaient bâti. Le double pays vacillait, tel un colosse dont les pieds de granit s'effritaient sous le poids de la trahison. Mais loin du chaos égyptien, là où le soleil brûle la terre jusqu'à la rendre pourpre, s'élevait Kerma. La capitale du royaume de Couche n'était pas une simple ville, c'était une déclaration de force. Ses murailles, faites de briques de terre séchées et de blocs de grès massif, se dressaient comme des falaises artificielles contre le ciel d'ébène. Kerma était le cœur battant d'une civilisation qui ne connaissait pas la peur, une cité où la discipline militaire était la seule religion, et où chaque homme naissait avec l'arc à la main. En cette nuit fatidique, le palais royal de Kerma, une structure imposante dominant la cité, semblait retenir son souffle. À l'intérieur, dans une galerie bordée de colonnes colossales, le roi de Kerma marchait seul. Ses pas, rythmés et lourds, résonnaient contre le sol de pierre polie, créant un écho qui semblait remonter des profondeurs de la terre. Il était vêtu d'une simple tunique de lin blanc, mais son port de tête et la puissance qui émanait de ses épaules parlaient de sa lignée divine. Le vent chaud de la nuit s'engouffrait par les fenêtres ouvertes, apportant avec lui l'odeur du sable chauffé, du jasmin nocturne et la fumée lointaine des forges qui ne s'éteignaient jamais. Dans sa main droite, il serrait un rouleau de papyrus. Ce n'était pas un simple rapport de commerce, c'était une pièce de destin interceptée par ses éclaireurs d'élite à la frontière. Un message secret, une alliance interdite entre les rebelles de Haute-Égypte et les envahisseurs Hyksos. Le roi s'arrêta devant un autel de basalte noir. Il étala le parchemin avec une lenteur délibérée, ses doigts à eux longs et fins, effleurant les fibres du papyrus, comme s'il pouvait en extraire la vérité cachée derrière l'encre. À la lueur vacillante des torches de résine, les hiéroglyphes semblaient s'animer, dansant comme des scorpions prêts à piquer. Chaque symbole révélait une faiblesse dans la défense des forteresses égyptiennes du Nord. Chaque mot trahissait l'arrogance de ceux qui pensaient que Kerma resterait une spectatrice passive de sa propre perte. Ils pensent que nous sommes des barbares, tapis dans l'ombre du sud, murmura le roi, sa voix étant un grondement sourd qui semblait faire vibrer l'air même de la pièce. Ils croient que le Nil ne porte que de l'eau, alors qu'ils s'apprêtent à porter leur fin. Lentement, ses conseillers et généraux commencèrent à entrer dans la salle. Des hommes dont les visages étaient des paysages de cicatrices, des stratèges aux yeux aussi froids que le métal de leur épée. Ils se rassemblèrent autour de la table de cèdre, leurs ombres projetées sur les murs devenant des géants menaçants. Le roi n'avait pas besoin de longs discours. Il pointa du doigt une région spécifique sur la carte, la forteresse de Bouhen, la clé de la basse Nubie. « Ici, dit-il, le regard brûlant d'une intensité nouvelle. Ici, l'Égypte a laissé sa garde baissée, pensant que le désert la protégerait. Nous frapperons là où ils se sentent le plus en sécurité. Je ne veux pas une invasion, je veux une tempête. Je veux que les Hyksos apprennent que le lion de Kerma ne rugit pas avant de tuer. » Les ordres furent donnés avec une précision chirurgicale. Les archers, les tireurs d'élite de Tasséti, devaient se préparer à masquer le soleil de leurs flèches. L'infanterie lourde, les guerriers aux boucliers de peau d'oryx, devaient se tenir prêtes à enfoncer les portes. Les scribes notaient tout, le bruit de leur calame sur le papyrus étant le seul son qui rivalisait avec le sifflement du vent. L'adrénaline, cette drogue des conquérants, commençait à saturer l'atmosphère. Lorsque la lune atteignit son zénith, l'armée de Kerma commença son mouvement.
C'était un spectacle terrifiant de beauté. Des milliers d'hommes s'avançaient dans le silence le plus total, une marée humaine disciplinée qui semblait glisser sur le sable comme un spectre. Le cliquetis des colliers de bronze, le frottement du cuir, le souffle court des chevaux, c'était la musique d'un empire qui se levait. Le roi marchait en tête de ses troupes, monté sur un char de guerre orné d'or et de lapis lazuli. Il ne portait plus sa tunique de lin, mais une cuirasse de écailles de bronze qui reflétait la lumière lunaire, le faisant ressembler à un dieu de la guerre descendu sur terre. Le Nil, à leur gauche, semblait les accompagner, ses flots murmurant des encouragements aux guerriers du Sud. La poussière soulevée par les pas des troupes créait un brouillard artificiel, une nuée de poussière dorée qui enveloppait l'armée, la rendant invisible aux yeux des rares sentinelles ennemies. Dans l'esprit du roi, le temps s'était arrêté. Il ne pensait plus en termes d'heures, mais en termes de générations. Il voyait son peuple, fier et libre, s'étendre sur toute la vallée. Il voyait les richesses de Memphis et de Thébès affluer vers Kerma. Mais il voyait aussi le prix à payer, le sang qui allait bientôt imbiber le sol et les larmes des veuves. C'était le fardeau de la royauté, un poids plus lourd que n'importe quelle armure de bronze. La première forteresse égyptienne, une sentinelle de pierre dressée contre l'infini du ciel, apparut enfin. Elle semblait endormie, ignorante du destin qui frappait à sa porte. Les archers nubiens se déployèrent en un arc de cercle parfait, leurs arcs longs, faits de bois de palmier et de cornes de gazelle, tendus à rompre. Le signal ne fut pas un cri, mais le sifflement d'une seule flèche enflammée. Ce fut l'instant où le chaos remplaça le silence. Une pluie de flèches noires s'abattit sur les remparts, chaque pointe de bronze, cherchant une faille dans la cuirasse des défenseurs. Les cris de surprise et de douleur déchirèrent la nuit. Les machines de siège, d'immenses béliers dont les têtes étaient sculptées en forme de taureau, frappèrent les portes de cèdre avec un bruit de tonnerre. Le bois craquait, le métal gémissait. L'infanterie de Kerma se rua dans les brèches, tels des prédateurs affamés. Le combat devint un maelstrom de violence. Le choc des boucliers, l'étincelle des épées se rencontrant dans l'obscurité, l'odeur du sang frais mêlée à celle de la poussière. Le roi, au milieu de la mêlée, maniait sa hache avec une grâce mortelle. Il n'était plus un souverain, il était la tempête. Les défenseurs égyptiens, pris de panique, ne purent rien face à cette furie venue du sud. Les flammes commencèrent à lécher les bâtiments de stockage, et bientôt, la forteresse n'était plus qu'une torche géante illuminant le désert à perte de vue. Kerma ne venait pas seulement pour gagner, elle venait pour effacer toute trace de résistance. À l'aube, le soleil se leva sur un paysage de désolation triomphante. Les fumées noires montaient vers le ciel bleu pâle, créant des colonnes de deuil au-dessus de la forteresse conquise. Les troupes de Kerma, bien que fatiguées, commençaient déjà à rassembler les richesses du Nord. C'était une procession de trésors inimaginables, des statues de pharaons en or pur, dont les yeux d'obsidienne semblaient tasser et regarder avec mépris leur nouveau maître. Des coffres débordant de bijoux, de scarabées de turquoise et de colliers de cornaline. Des tissus de lin si fins qu'ils ressemblaient à de la brume. Les barges nubiennes, amarrées sur le fleuve, s'enfonçaient dans l'eau, sous le poids de l'or et de l'ivoire. Les soldats de Kerma chantaient des hymnes à la gloire de leur cité, des chants dont les paroles parlaient de la supériorité du sud sur le nord. Le roi se tenait sur les remparts calcinés, observant le défilé. Mais son regard ne s'attardait pas sur l'or. Il regardait les corps étendus dans la cour, les cadavres de jeunes hommes qui, la veille encore, rêvaient d'eux, de rentrer chez eux. Il voyait les captifs, les mains liées, dont les yeux reflétaient une terreur indicible. Il sentit un pincement au cœur, une ombre de doute qui traversait son esprit de conquérant. Est-ce là la seule façon pour les empires de se parler ? Se demanda-t-il un instant. Mais il chassa rapidement cette pensée. Dans ce monde, on était soit le prédateur, soit la proie. Kerma avait choisi d'être le lion. De retour à Kerma, la cité était en délire. La nouvelle de la victoire s'était propagée comme un incendie de prairie. Les marchés étaient en fête. Les temples résonnaient des prières de remerciement aux divinités couchites. Le roi, cependant, se retira dans la solitude de ses appartements privés. Le triomphe ne signifiait pas la fin du danger, mais seulement son déplacement.
Il passa ses nuits à étudier les mouvements de l'ennemi. Grâce à son réseau d'espions et à la capture de courriers ennemis, il savait que les Hyksos, furieux de cette incursion, préparaient une réponse massive. Mais il savait aussi que l'Égypte centrale, prise entre deux feux, commençait à se demander si l'alliance avec Kerma ne serait pas préférable à l'esclavage sous les Hyksos. Le roi jouait un jeu d'échecs à l'échelle d'un continent. Chaque mouvement d'une unité d'archers, chaque cargaison de blé envoyée vers le front était une pièce de son plan global. Il savait que sa véritable arme n'était pas la hache de guerre, mais l'information. Dans une pièce secrète, sous le palais, des dizaines de scribes analysaient les parchemins saisis, traduisant les dialectes du Nord, pour y déceler la moindre trace de dissension ou de faiblesse. Kerma était devenu un centre d'intelligence, une araignée au centre d'une toile immense qui couvrait toute la vallée du Nil. Le temps passa, et le soleil se coucha une fois de plus, teintant le Nil d'une couleur d'or et de sang. Le roi retourna sur sa terrasse, observant la cité qui s'étendait à ses pieds, comme un joyau de puissance. Les trésors pillés avaient été fondus ou exposés dans les temples, faisant de Kerma la cité la plus riche de la région. Mais le véritable trésor était la peur qu'elle inspirait. Le Nil continuait de couler, indifférent aux empires qui s'élevaient et tombaient sur ses rives. Le roi comprit que son nom serait gravé dans l'histoire, non pas par ses richesses, mais par sa volonté de briser le statu quo. Il avait osé défier les puissances du Nord. Il avait osé s'allier avec l'interdit pour garantir l'avenir de son peuple. Alors que les étoiles commençaient à briller une nouvelle fois, le roi ferma les yeux. Il sentait le souffle de l'histoire sur son visage. Kerma était au sommet, mais le sommet est un endroit solitaire et dangereux. La gloire et les conséquences marchaient toujours main dans la main. Un rappel éternel que le pouvoir, pour durer, exige non seulement la force du bras, mais surtout la clarté de l'esprit et une vigilance de chaque instant. L'ascension de Kerma ne faisait que commencer, et le Nil n'avait pas fini de porter le récit de sa grandeur.